La Crimée est le terrain décisif de cette guerre. Zelensky a souligné à plusieurs reprises que reprendre la péninsule est l'objectif de guerre le plus ambitieux de l'Ukraine. S'avançant dans la mer Noire et fermant un côté de la mer d'Azov, la Crimée est un élément vital du puzzle stratégique régional et la clé pour sécuriser des routes commerciales lucratives. Pour Poutine, toute cette guerre a commencé avec la prise de la Crimée. Les ports de la péninsule, la capacité de projeter la puissance à travers la mer Noire, l'épine dorsale logistique de toutes les opérations sur le front sud, tout cela provient de la Crimée. En d'autres termes, la Crimée n'est pas juste une parcelle de terre, c'est le cœur battant de l'effort de guerre sudiste de la Russie. Mais la réalité sur le terrain a radicalement changé ces derniers mois. Les drones ukrainiens peuvent désormais frapper presque quotidiennement les bases aériennes, les défenses aériennes et le réseau énergétique de la péninsule. Le 15 juillet, la ville portuaire stratégique de Kerch a été plongée entièrement dans l'obscurité à la suite de frappes. Même la ville au cœur de la connexion de la Russie au continent ne pouvait plus être protégée. Même le chef de l'administration d'occupation a été contraint d'admettre que la péninsule glissait dans un coma industriel. Quant à l'électricité, il ne sera pas possible de créer un graphique qui répartit uniformément l'énergie sur le territoire de la Crimée aujourd'hui. Voici le point clé. Si l'Ukraine parvient à isoler complètement la péninsule, ce pont massif de Kerch s'effondrera inévitablement et la Crimée sera entièrement coupée du continent. Tout le conflit repose sur cette séparation car Poutine se bat désespérément pour conserver la Crimée et les lignes de vie qui la soutiennent. Tant que cet effort se poursuit, il est impossible de parler de véritable paix et ce n'est pas seulement une déduction ambitieuse faite sur une carte. Le lieutenant général à la retraite de l'armée américaine Ben Hodges, qui suit de près la guerre depuis des années, partage exactement le même avis. Selon Hodges, tant que la Russie détient la Crimée, l'Ukraine ne pourra jamais être véritablement libre en mer Noire, et cette guerre ne pourra pas se terminer par une paix durable. Mais peut-être que l'aspect le plus frappant de la thèse de Hodges ne s'arrête pas là. Selon lui, le sort de la Crimée n'est pas réellement une question qui concerne uniquement l'Ukraine. C'est une équation qui affecte directement la sécurité de toute l'Europe et de la mer Noire. Parce que cette mer n'est pas seulement un théâtre de guerre, c'est une voie navigable cruciale par laquelle transite une part importante des exportations de pétrole et de céréales de la Russie, et où convergent de nouveaux corridors commerciaux reliant l'Asie et l'Europe. Toute instabilité ici envoie des ondes de choc s'étendant de la sécurité alimentaire de l'Afrique du Nord à l'approvisionnement énergétique de l'Europe. De plus, sur la côte ouest de cette mer se trouvent la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie, tous trois membres de l'OTAN. Par conséquent, ce qui se passe en Crimée impacte directement la sécurité du flanc sud-est de l'Alliance. En effet, cette importance stratégique n'est pas restée confinée uniquement aux évaluations des experts. Elle a trouvé son expression la plus concrète lors du sommet de l'OTAN de juillet 2026. Dans le communiqué final du sommet, l'unité de l'Alliance pour défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine a été explicitement soulignée. Cette déclaration englobe directement l'annexion de la Crimée, que le droit international n'a jamais reconnue. De plus, les Alliés ont promis plus de 70 milliards d'euros en soutien militaire à l'Ukraine, rien que pour 2026. La sécurité de la mer Noire a été placée sur la table comme l'une des principales priorités pour le flanc sud de l'Alliance. Ainsi, la thèse de Hodges, selon laquelle la Crimée est une affaire pour tout l'Occident, n'est plus seulement une opinion d'experts. C'est une réalité adoptée par l'OTAN au plus haut niveau. Et cet ensemble montre clairement pourquoi la question est si critique. Si la Russie conserve ce gain obtenu par l'annexion de la Crimée, cela ne restera pas simplement un différend territorial. Cela établirait un précédent dangereux pour d'autres puissances, indiquant que les frontières souveraines peuvent être modifiées par la force. Pour cette raison, il souligne que l'Ukraine doit reprendre le contrôle de la Crimée. Quant à la manière dont cette péninsule peut être reprise, Hodges a une réponse claire. Une feuille de route en 3 phases, et la partie la plus intrigante de cette feuille de route est qu'il ne s'agit pas d'un plan purement théorique. Il s'aligne presque parfaitement avec les étapes que l'Ukraine entreprend sur le champ de bataille, à tel point que la campagne systématique lancée par l'Ukraine en avril dernier a même un nom, la campagne de frappe à moyenne portée. La philosophie centrale de ce plan peut être résumée en une seule phrase. Dégrader l'ennemi avant de prendre le terrain. Cette logique divise le plan en 3 phases. La première phase est l'isolement. L'objectif est simple mais essentiel. Séparer la Crimée du continent russe et la transformer effectivement en île. Pour comprendre cela, il faut examiner comment la Crimée est approvisionnée. Il y a essentiellement 2 principales artères alimentant la péninsule. La première est le corridor terrestre, s'étendant sur près de 600 km de Rostov, en Russie, jusqu'à la Crimée. La seconde est le célèbre pont de Kerch et ses lignes de ferry complémentaires.
L'Ukraine cible ces deux artères simultanément depuis des mois. Les résultats le long du corridor terrestre sont frappants. Selon Robert Brovdi, commandant des forces ukrainiennes de systèmes sans pilote, le trafic logistique militaire russe sur ce corridor a chuté de 71% en seulement 2 semaines. La Russie a essayé de protéger ses camions-citernes de carburant en convoi avec des équipes mobiles de défense aérienne, mais cela n'a guère aidé. L'aspect le plus ingénieux de cette campagne réside dans le ratio coût-efficacité. Les drones de classe Behemoth que l'Ukraine utilise pour frapper les ponts coûtent moins de 50 000 $ pièce. En revanche, un missile de croisière Storm Shadow qui effectuait le même travail dans le passé coûtait 2 millions. En d'autres termes, l'Ukraine peut désormais frapper beaucoup plus fréquemment avec des moyens nettement moins chers. Les conséquences de cela sont visibles sur le terrain. Les ponts de Chonar et de Henichesk reliant la Crimée au continent, ainsi que les ponts ferroviaires sur le canal de Crimée du Nord, ont été frappés à plusieurs reprises. En juin, les terminaux pétroliers des ports de Kerch et de Kavkaz ont été lourdement endommagés, et les 3 grands ferries dans le détroit ont été directement touchés et mis hors service. Et par-dessus tout cela est venue peut-être l'action la plus retentissante de la campagne. Au cours des 2 premières semaines de juillet, 136 navires transportant du carburant vers la Crimée dans la mer d'Azov et la mer Noire ont été frappés. Beaucoup d'entre eux étaient des pétroliers de la flotte fantôme utilisés pour contourner les sanctions. Le principal facteur rendant toutes ces frappes possibles est l'arme révolutionnaire de l'Ukraine en mer Noire, les drones navals. Ces drones de surface, frappant des navires en mer d'Azov et menaçant les ponts, représentent l'une des plus grandes histoires de guerre asymétrique de ce conflit. Des modèles comme la série Magura de l'Ukraine, bien qu'ils ne coûtent que quelques centaines de milliers de dollars chacun, peuvent couler des navires de guerre russes, valant des centaines de millions de dollars. À tel point que ces drones ont frappé près d'un tiers de toute la flotte russe de la mer Noire, la forçant à fuir son port d'attache légendaire de Sébastopol et à chercher refuge à Novorossiysk. Mais même cette retraite n'a pas offert un refuge sûr à la marine russe. En fait, le 14 juillet, la marine ukrainienne a frappé un navire de patrouille frontalière du FSB russe, l'Izmerud, au large de Novorossiysk. À la suite d'une attaque par un drone naval de classe Sargan, le navire a coulé. De plus, ce n'était pas une cible ordinaire. Ce navire d'environ 750 tonnes aurait joué un rôle dans l'incident infâme de 2018 où des bateaux ukrainiens ont été saisis dans le détroit de Kerch. Ainsi, l'Ukraine n'a pas seulement envoyé un autre navire russe par le fond, mais a également réglé un vieux compte. De plus, ces plateformes évoluent continuellement. Les modèles de nouvelle génération peuvent désormais tirer des missiles solaires et même abattre des avions de combat russes. Et le point le plus critique est celui-ci. L'arsenal asymétrique de l'Ukraine va encore s'agrandir avec ce soutien de 70 milliards d'euros promis lors du sommet d'Ankara. La deuxième phase consiste à rendre la péninsule intenable pour la Russie. La méthode consiste à transformer l'infrastructure militaire et civile de la Russie en Crimée en un fardeau insoutenable par des frappes incessantes de drones et de missiles. L'exemple le plus dévastateur de cette phase a eu lieu à la mi-juillet. Dans la nuit du 15 juillet, l'attaque susmentionnée a eu lieu. Une vague massive de drones a plongé la ville portuaire stratégique de Kerch entièrement dans l'obscurité. Mais la partie la plus frappante de cela était l'effet domino de la frappe. Lorsque l'électricité a été coupée, les stations de pompage pressurisant l'approvisionnement en eau se sont également arrêtées. Par conséquent, l'approvisionnement en eau a été complètement coupé dans 9 districts, y compris non seulement Kerch, mais aussi Bakhchisarai, Armiansk, Saki et Féodosia. Que cette frappe ait été si destructrice n'était pas une coïncidence, car juste un jour plus tôt, l'Ukraine avait déjà porté un coup sévère à l'épine dorsale énergétique de la péninsule. Cette nuit-là, les forces spéciales ukrainiennes, aux côtés des unités de résistance locales, ont exécuté une frappe de précision sur la centrale thermique de Balaklava à Sébastopol, en utilisant des drones kamikazes à réaction. La frappe a ciblé la salle des turbines principales de l'usine, spécifiquement le système de refroidissement de sa turbine à gaz construite par Siemens. Les rapports indiquent que les réparations pourraient en prendre entre 2 et 5 mois. Ce n'était pas une cible ordinaire. Balaklava, avec la centrale de Tavriiska à Simferopol, fournissait environ 90% des besoins en électricité de la péninsule. En réalité, ces 2 coups majeurs étaient l'aboutissement d'une campagne systématique qui durait depuis des semaines. À la fin du mois de juin, l'Ukraine a frappé la centrale électrique de Simferopol et la principale sous-station de Sébastopol, laissant la plus grande ville de la région et une vaste partie de la péninsule sans électricité. Au début du mois de juillet, des frappes sur les bases aériennes de Saki et Vardiske ont entraîné la destruction ou l'endommagement d'environ 7 avions de combat russes. Des hangars abritant des drones Shahed ont été détruits.
Cette pression a atteint un tel point critique que l'administration d'occupation a été contrainte de suspendre les ventes de carburant civil en Crimée et même de déclarer l'état d'urgence. Le poids de toute cette situation a rendu une admission du plus haut niveau inévitable. Comme brièvement mentionné dans l'introduction, le chef de l'administration russe en Crimée a admis ouvertement que les systèmes de soutien vital de la péninsule fonctionnent désormais au bord de l'effondrement. L'essence était disponible seulement si les habitants avaient de la chance, l'électricité coulait seulement si l'infrastructure n'avait pas été touchée ce jour-là, et l'eau coulait seulement s'il restait suffisamment de pression. Autrefois censée être la forteresse de Poutine, la Crimée n'est plus un symbole de stabilité. Elle est devenue un fardeau stratégique et économique de plus en plus lourd pour la Russie. La troisième et dernière phase est la libération, c'est-à-dire que les forces terrestres ukrainiennes entrent physiquement dans la péninsule et prennent le contrôle. Selon la logique de Hodge, cette phase ne peut être mise en œuvre que lorsque les deux premières ont suffisamment réussi, car vaincre une force russe qui a été logiquement coupée et continuellement affaiblie sera beaucoup moins coûteux. Cependant, même l'Ukraine reconnaît ouvertement qu'elle n'en est pas actuellement à ce stade. Selon les mots du major général Viktor Yaoun des services de renseignement ukrainiens, l'objectif actuel de la campagne n'est pas une offensive terrestre pour reprendre la Crimée, mais plutôt de rendre l'occupation aussi difficile et coûteuse que possible pour la Russie. Dans tous les cas, le renforcement des forces nécessaires pour une attaque terrestre massive n'est tout simplement pas présent en ce moment, et c'est là qu'une dure réalité géographique, souvent négligée, entre en jeu. Entrer en Crimée par voie terrestre n'est pas aussi facile qu'on le pense, car la seule route terrestre reliant la péninsule au continent ukrainien est une bande de terre connue sous le nom d'isthme de Perekop, qui ne mesure que 5 à 7 km de large à son point le plus étroit. D'un côté se trouve la mer Noire, et de l'autre se trouve le marécage infâme connu sous le nom de Sivash, ou comme les locaux l'appellent, la mer Putride. Ce goulet d'étranglement stratégique est pratiquement un cadeau pour le côté défensif, car tandis que l'armée attaquante est canalisée dans cette bande étroite, la force défensive peut concentrer toute sa puissance de feu sur un point d'étranglement prévisible. Depuis 2014, la Russie a renforcé cet avantage naturel jusqu'à la limite absolue. Elle a transformé ce cou étroit de l'isthme en une véritable forteresse avec des tranchées, des fossés anti-chars, des obstacles en béton connus sous le nom de dents de dragon et de vastes champs de mines. Par conséquent, une avancée terrestre ukrainienne ici, même à l'apogée de leurs forces, signifierait une opération exceptionnellement sanglante et éprouvante. Cependant, il y a une possibilité critique que Hodges implique. Si les deux premières phases rendent la Crimée suffisamment insupportable, il pourrait même être possible que la Russie se retire volontairement sans jamais nécessiter cette étape finale, une bataille terrestre sanglante. Ainsi, le terrain est préparé étape par étape. La meilleure façon d'évaluer si une stratégie fonctionne est d'observer la réaction de l'adversaire, et les derniers signaux provenant de la Crimée occupée indiquent quelque chose de bien au-delà d'un simple malaise au sein de la direction russe. Au sommet de l'administration, il y a une reconnaissance silencieuse que le navire est en train de couler. L'indicateur le plus concret de cette situation était un renseignement frappant apparu début juillet. Selon les affirmations du mouvement partisan pro-ukrainien Atesh, les administrations d'occupation dans les deux principales villes portuaires de la péninsule, Kerch et Théodosie, ont reçu une directive urgente de Moscou. Selon cette directive, tous les documents de valeur et le matériel technique devaient être préparés pour évacuation avant une date précise. De plus, cet ordre n'était pas limité à une seule ville. La même directive avait été transmise à de nombreuses autres unités d'occupation à travers la péninsule. Toujours selon Atesh, plusieurs hauts fonctionnaires ayant un accès privilégié au carburant sont soudainement tombés malades immédiatement après cette directive, ont pris un congé médical et ont traversé vers Krasnodar. À une époque où le carburant en Crimée vaut son pesant d'or, le fait que les quelques privilégiés ayant accès à ce carburant rare aient été les premiers à fuir était l'indication la plus claire de la panique dans les hautes sphères. De plus, cet exode avait commencé bien plus tôt et depuis le sommet. Selon des sources ukrainiennes, les officiers de la flotte de la mer Noire avaient déjà commencé à relocaliser leurs familles à Novorossiysk sans attendre d'ordres officiels. La déclaration d'Atesh résumant cette situation était assez frappante. Tandis qu'on disait aux citoyens ordinaires de rester calmes, les structures d'occupation préparaient déjà des voies d'évasion pour elles-mêmes et leurs cercles intérieurs. Cette panique ne se limitait pas aux couloirs de l'administration. La vie quotidienne sur la péninsule elle-même commençait à trembler. Cédant sous la pression des attaques ukrainiennes, le régime d'occupation a été contraint de déclarer l'état d'urgence dans toute la Crimée. Les ventes de carburant aux civils ont été suspendues, le carburant restant étant réservé aux services de l'État et aux militaires.
Dans des villes comme Sébastopol, les citoyens ordinaires ne pouvaient recevoir que 20 litres d'essence par semaine. Sur la péninsule, qui a été une destination de villégiature prisée des Russes pendant des années, la saison touristique de cette année a été effectivement annulée. Même les camps d'été ont été fermés et environ 80% des réservations d'hôtels ont été annulées. Peut-être que l'aspect le plus symbolique de cette scène était visible dans les longs embouteillages qui se formaient de temps en temps sur le pont de Kertch. À tel point que dans ces files d'attente, ceux qui tentaient de quitter la péninsule se démarquaient bien plus que ceux qui essayèrent d'entrer. Pourquoi tous ces signes sont si cruciaux doit être recherché dans la signification symbolique que la question revêt pour Poutine. Car pour Poutine, la Crimée n'est pas un simple bien immobilier. C'est le triomphe couronnant de son règne, le symbole d'un empire ressuscité. C'est précisément pourquoi, selon des personnalités comme le général de l'armée ukrainienne Mykola Malomouze, la perte de la Crimée ne sera pas seulement une défaite militaire. Ce sera un coup qui brisera directement l'autorité du régime de Poutine, signalant potentiellement le début de la fin. Bien que l'ensemble de ce tableau semble prometteur pour l'Ukraine, il est essentiel de rester réaliste et de regarder l'autre côté de la médaille. Parce qu'entre isoler la Crimée et la reprendre physiquement, il y a encore un chemin très long et incertain à parcourir. En effet, même le bureau du président de l'Ukraine le reconnaît. La péninsule n'a pas encore été complètement isolée. Seul le nombre de routes d'approvisionnement fiables a été sévèrement réduit. Il y a des raisons concrètes pour cette résilience. Tout d'abord, ce fameux pont de Kertch est toujours debout, et la Russie l'a entouré de l'un des parapluies de défense aérienne les plus denses de la guerre. Au fil des années, le périmètre du pont a été transformé en une forteresse à plusieurs niveaux. Dans les airs, le secteur est défendu par l'un des réseaux de défense aérienne les plus denses au monde. De nombreux systèmes S-400, Pantsir et Buk, et même le tout dernier S-500 de la Russie, ont été déployés en tandem. Des tours en acier de 30 mètres de haut ont été érigées sur l'île de Tuzla avec des systèmes Pantsir montés au sommet, élargissant ainsi leur horizon radar et leur portée d'engagement. En mer, un mur de barrière physique a été érigé contre les drones navals ukrainiens. Avec des barges flottantes écoulées, des filets d'acier protégeant les piliers du pont, des mines navales et des barrières de câbles interconnectés, les voies de passage ont été presque entièrement bloquées. Seul un canal de transit étroit a été laissé ouvert. À cela s'ajoutent des écrans de fumée déployés pour tromper les systèmes de guidage des missiles entrants et des suites de guerre électroniques qui brouillent la navigation par satellite des munitions entrantes. Malgré ce bouclier redoutable, l'Ukraine a réussi à frapper le pont à plusieurs reprises en 2022, 2023 et 2025. En fait, l'attaque de 2025 a utilisé environ 1100 kg d'explosifs placés sous l'eau. Pourtant, même ces frappes impressionnantes n'ont guère fait plus que d'endommager gravement le pont. Pour une destruction permanente, il est nécessaire de frapper les mêmes coordonnées à plusieurs reprises avant que la Russie ait la chance de faire des réparations, tout en pénétrant cette défense multicouche mentionnée à chaque fois. De plus, chaque tentative consomme des missiles coûteux et rares qui pourraient autrement être utilisés contre d'autres cibles. La capacité d'adaptation de la Russie ne doit pas non plus être sous-estimée. Pour chaque ligne logistique touchée, Moscou fabrique rapidement une alternative. Lorsque des ponts sont endommagés, ils construisent des passages en ponton et intensifient les opérations de ferry. Ils construisent même une toute nouvelle ligne de chemin de fer de plusieurs centaines de kilomètres allant de Rostov à la Crimée à travers les territoires occupés. À cela, il faut ajouter la réalité que la phase 3, l'offensive terrestre, est encore loin. Et le côté le plus dangereux de la médaille est celui-ci. Une Russie acculée est une Russie imprévisible. Certaines figures, comme le général de l'armée ukrainienne Malomouche, avertissent que Poutine pourrait recourir à la mesure extrême de menacer d'utiliser des armes nucléaires tactiques pour conserver la Crimée, ou tenter de forcer un compromis, en proposant d'arrêter les attaques russes en échange d'un allègement de la pression ukrainienne sur la Crimée. Cependant, un équilibre est nécessaire ici. De nombreux analystes occidentaux estiment que ce risque nucléaire ne doit pas être exagéré. Comme le rappelle le Conseil de l'Atlantique, Poutine a émis des menaces nucléaires à plusieurs reprises dans le passé, déclarant même explicitement qu'il ne bluffait pas. Pourtant, lorsque l'Ukraine a libéré Kherson en 2022 et lorsque des drones ont frappé la flotte de la mer Noire, cette menace de représailles ne s'est jamais matérialisée. Dans ces moments d'humiliation, Poutine a choisi de reculer discrètement. Qui plus est, selon une évaluation des services de renseignement américains de 2026, l'utilisation d'armes nucléaires par la Russie n'est considérée comme probable que si la survie directe du régime lui-même est menacée. Une crise énergétique ou un effondrement du tourisme est bien en deçà de ce seuil.
En bref, bien que la menace soit réelle, il est prématuré de sauter au scénario apocalyptique. Et peut-être que la vulnérabilité la plus critique est la dépendance de la stratégie à l'aide extérieure. Une partie significative des besoins de l'Ukraine en armement à longue portée et en renseignement repose encore sur le soutien occidental et l'avenir de ce soutien n'est jamais garanti de manière absolue. C'est précisément à l'intersection de ces forces et vulnérabilités que plusieurs scénarios futurs distincts se dessinent devant nous. La première et la plus cruciale question est la suivante. Si l'Ukraine parvient réellement à isoler et rendre la Crimée inhabitable, que fera la Russie? Il y a deux principales possibilités ici. La Russie continuera soit obstinément à défendre la péninsule à un coût exponentiellement croissant chaque jour qui passe, soit, comme elle l'a fait précédemment à Kherson, elle acceptera l'humiliation et se retirera discrètement de Crimée. Le deuxième scénario révèle la véritable gravité de la situation pour Moscou. Perdre la Crimée ne sera pas une simple perte de territoire pour la Russie. Cela signifierait à la fois la fin de toute sa domination militaire en mer Noire et un coup dévastateur à l'aura d'invincibilité que Poutine a méticuleusement construite au fil des ans, et les répercussions politiques internes de ce second coup pourraient être encore plus lourdes que la défaite militaire. Le troisième scénario se tourne directement vers l'avenir. Si le soutien occidental se poursuit sans interruption, cette stratégie pourrait s'approfondir suffisamment pour épuiser la Russie et la forcer à la table des négociations. Mais si ce soutien faiblit ou est interrompu, l'isolement pourrait ne jamais être achevé et la guerre pourrait redevenir une impasse sanglante. En bref, dans les bonnes conditions, le plan de Hodges a le pouvoir de modifier la trajectoire de la guerre, mais il reste incertain pour l'instant si toutes ces conditions s'aligneront simultanément. Si la Crimée tombe vraiment, le grand récit que Poutine a construit sur cette péninsule depuis des années s'effondrera-t-il avec elle? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous continuerons à suivre ces développements de près. Abonnez-vous à The Geo Network et merci de nous avoir regardés.